soit nous, génération par génération, ajoutons quelque chose dans l'avancement du combat que nous sommes en train de mener pour nos enfants et nos futurs enfants qui seront un jour des hommes libres et réellement indépendants. Madame la Présidente, toute ma vie, et ça se sait non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans toute l'Afrique et dans toute la France politique, j'ai lutté pour la démocratie. La démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande des normes en droit, qui est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Madame, c'est parce que j'ai respecté la Constitution pour vous mener ici. Alors, bon, je suis là, mais je compte sur vous. Je compte sur vous parce que je souhaite que tous les Africains qui me soutiennent et qui sont tout le temps ici devant la cour, devant la prison, qui sont dans leur pays en train de manifester, en train de marcher, tous ces Africains-là, qu'ils comprennent que le salut pour les États africains, c'est le respect des constitutions que nous nous donnons et des lois qui en découlent. Allez leur dire que c'est faux. 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 Aïe, 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 aïe. Allez leur disons mentir. Allez leur disons mentir. Allez leur disons mentir. Allez leur dire que c'est faux. Papa n'est pas un tueur. Ce n'est pas un criminel. Il n'est pas un assassin. Il n'est pas un tueur. Gbagbo est un démocrate. Il a lutté pour la paix. Le père du multipartisme. Il connaît bien son peuple. Son peuple le connaît. Allez leur dire que c'est faux. 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 Aïe, 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 aïe. C'est eux qui ont tué, c'est eux qui ont assassiné, journalistes emprisonnés, prisonniers politiques. C'est eux qui ont tué, c'est eux qui ont bombardé. Allez leur dire que c'est faux. Allez leur dire que c'est faux. Il n'a rien à faire là-bas. Il n'a rien à faire là-bas. Libérez Gbagbo. Libérez Gbagbo. Et libérez Gbagbo. Libérez Gbagbo. Libérez Gbagbo. Libérez Gbagbo.
Le président Laurent Gbagbo, on le sait, est accusé de crimes contre l'humanité par la procureure Fatou Bensouda de la CPI, la Cour pénale internationale. La notion de crime contre l'humanité est une notion qui mérite justement une explication. Et dans ce sens, nous avons invité le professeur Hubert Oulay. Le professeur Hubert Oulay est agrégé des facultés de droit. Il est également ancien ministre de la fonction publique de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, dans le cas d'espèce, s'agissant de monsieur Laurent Gbagbo, Fatou Bensouda prétend qu'il y a eu crime contre l'humanité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il serait bien de définir la notion de crime contre l'humanité. Eh bien, le président Laurent Gbagbo a été accusé d'avoir commis ou d'être responsable de crimes contre l'humanité. Il est évident que pour être attrait devant la Cour pénale internationale, il faut répondre à l'existence de crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale. Alors, que faut-il entendre par crime contre l'humanité? Il faut dire qu'il y a plusieurs catégories de crimes. Le crime contre l'humanité, il y a les crimes de guerre, il y a le génocide, il y a aussi le crime d'agression. Le crime d'agression est le fait des États. Un État qui agresse un autre État commet un crime d'agression. S'agissant du crime contre l'humanité, il s'agit de crimes tels que des meurtres, des viols, des traitements inhumains. Ce sont des crimes que l'on voit tous les jours. Mais ils deviennent crimes contre l'humanité lorsque ces crimes-là sont commis dans le cadre d'une attaque généralisée dirigée contre une population civile. Mais il le devient lorsque une politique conçue par un État ou par un groupe ou une organisation vise des populations spécifiques, n'est-ce pas, dans l'optique justement de commettre ces crimes pour une raison qui peut être politique ou non politique. Le crime contre l'humanité se distingue par exemple du crime de guerre, en ce sens que ce sont des crimes qui sont commis par des militaires ou des combattants au cours d'un conflit armé. Ça peut être les mêmes crimes, les viols, les meurtres, mais c'est le contexte qui diffère. Je vous donne un exemple. Les 60 gendarmes qui ont été tués à Bouaké par les forces rebelles au début de l'agression rebelle en 2002, eh bien, ces faits-là doivent être qualifiés comme étant des crimes de guerre, parce que commis par des rebelles sur des gendarmes qu'ils détenaient comme prisonniers, des gendarmes avec leurs familles, qu'ils détenaient comme prisonniers. Le crime de guerre, il est interdit, normalement, selon les lois de la guerre, les lois du droit humanitaire international, de tuer sans raison ou pour des raisons qui n'ont plus rien à voir avec la conduite de la guerre, des civils ou même des militaires. Lorsqu'un militaire, par exemple, a été arrêté, est emprisonné, il n'est plus en situation de combat, on n'a plus le droit de mettre fin à sa vie. Oui. Le génocide, c'est le fait de vouloir exterminer en tout ou en partie un groupe humain donné, pour des raisons raciales ou ethniques ou religieuses ou politiques. Le cas le plus connu, ou disons les cas les plus connus, il y en a deux. Il y a l'Holocauste juif et il y a le génocide du Rwanda, qui est bien connu. Mais en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, on peut faire état du meurtre de plus de 1000 Ouais dans la ville de Dieukwé le 29 mars, meurtre commis par les forces républicaines de Côte d'Ivoire créées par Alassane Ouattara.
Pourquoi il s'agit d'un génocide? C'est parce que cette population ethnique a été directement et expressément visée par des actes qui ont porté non pas sur des combattants, mais sur des jeunes, des femmes, des enfants et des vieillards. Et il y a eu par la suite d'autres faits qui amènent à considérer que ce pourrait bien être des génocides. Alors pour ce qui concerne donc le crime contre l'humanité, pour y revenir, le président Laurent Gbagbo a été accusé par les différents procureurs de la CPI d'avoir commis des crimes contre l'humanité. Ce qui voudrait dire que le président Laurent Gbagbo aurait fait commettre des crimes à la suite d'attaques généralisées qu'il aurait ordonnées, n'est-ce pas, contre les partisans d'Alassane Ouattara, alors que ces personnes-là n'étaient pas des combattantes, ces personnes-là ne faisaient que manifester. Donc voilà un peu pour situer. La procédure est tellement compliquée qu'on peut se demander aujourd'hui à quel niveau nous sommes dans cette procédure. Nous sommes au stade de l'audience de confirmation des charges. La CPI veut éviter d'aller à un procès directement. Et l'audience de confirmation des charges n'est pas un procès. C'est, disons, le procès des preuves apportées par le procureur. Le procureur qui charge un individu en disant qu'il a commis des crimes, a-t-il suffisamment de preuves pour qu'on ouvre un procès? Vous voyez? S'il n'a pas suffisamment de preuves, eh bien, on n'ouvre pas de procès. L'article 61 et 63 parlent de liberté provisoire. Eh bien, la liberté provisoire, c'est le droit accordé à tout prévenu, à toute personne suspecte présentée devant le juge, de conserver sa liberté d'existence, d'action, en attendant le procès. La CPI le prévoit. Sur la base de l'article 60, toute personne considérée comme prévenue peut demander et obtenir la liberté provisoire, à condition bien sûr que les juges estiment que cela est possible. Alors jusqu'à présent, les demandes de liberté provisoire du président ont été rejetées. On a d'ailleurs été surpris des raisons avancées, des motifs de ce rejet. Il y en a essentiellement trois. La Chambre estime que le président de la République dispose d'un réseau puissant d'amis et que la liberté provisoire pourrait se transformer en une fuite. N'est-ce pas, pour le président, vous voyez jusqu'où on peut arriver pour un président. On peut se demander où est-ce qu'il pourrait fuir pour aller, pour partir dans ce monde-là. D'accord. L'autre raison, c'est, disons, les garanties de représentation et, disons, le souci d'éviter des obstacles aux enquêtes et à la procédure. On pense que certains prisonniers mis en liberté peuvent gêner l'enquête, peuvent être des obstacles à l'enquête. Bon, c'est une raison qui, ici, n'est pas solide, parce que les enquêtes sont supposées être terminées. Je ne sais pas s'il y a encore des enquêtes qui sont en cours, mais on aurait pu libérer le président, n'est-ce pas, pour cela. L'autre raison, c'est la capacité de nuisance du prévenu qui demande la liberté. On peut penser que, remis en liberté, il puisse récidiver. Et dans le cas du président, on pense que s'il était en liberté, il agirait pour reprendre le pouvoir par la force. Cela a été écrit, ça a été dit au niveau de la CPI. Évidemment, toutes ces raisons-là ne tiennent pas. Et nous avions même pensé que
avec la décision du 3 juin 2013 qui reconnaît l'insuffisance des preuves qui ont été exposées par le procureur, il aurait pu quand même bénéficier d'une liberté provisoire, n'est-ce pas, en attendant la fin de l'audience de confirmation des charges. Malheureusement, cela n'a pas été. Selon le procureur, monsieur le ministre, selon le procureur Ocampo et la procureure Fatou Bensouda, Laurent Gbagbo aurait commis des crimes contre l'humanité pendant la crise post-électorale qui a fait plus de 3000 morts. Alors, je voudrais avoir votre analyse. Alors, selon moi, c'est un montage. C'est un refrain qu'on entend, fabriqué pour justifier le renversement du président et son éloignement de la Côte d'Ivoire, juste, à mon sens, pour permettre à Alassane Ouattara, qui a été imposé, de gouverner dans la tranquillité. Si c'était pour lutter contre un criminel, dans cette crise, il a été démontré, ne serait-ce même qu'à partir des documents des ONG humanitaires, qu'on trouve des criminels dans les deux cas. Ou bien des crimes sont imputables à un cas ou à l'autre. Or, il n'y a que le président Laurent Gbagbo et son camp qui seulement, pour l'heure en tout cas, sont poursuivis au niveau de la Cour pénale internationale. Donc le souci n'est pas un souci de lutter contre l'impunité. Ça, c'est la première observation. La seconde observation, on peut la tirer de documents de charge des différents procureurs qui avancent le chiffre de 3000. Comment peut-on dire que le président est auteur de crimes ayant eu pour conséquence la mort de 3000 personnes et ne présenter dans le document de charge qu'une centaine de personnes, 166 morts? Pour tout le respect que je dois à la vie, mais en me fondant sur l'histoire du crime contre l'humanité, il y a un fossé entre 160 morts, des morts qui seraient survenus sur 5 mois, n'est-ce pas, et un crime contre l'humanité tel que l'Holocauste juif ou le génocide rwandais. J'en veux également pour preuve le fait que la Chambre a estimé insuffisantes les preuves présentées par le procureur, alors que s'agissant de crimes contre l'humanité, entre nous, les preuves devaient abonder. Elles devaient être évidentes, manifestes. Il devait être très facile de prouver, n'est-ce pas, que le président est l'auteur de tous ces crimes-là. Donc, pour moi, il s'agit d'un pur montage. La procureure Fatou Bensouda a eu l'autorisation des juges de chercher d'autres preuves et elle a même amendé son DNC, c'est-à-dire le document de notification des charges. Alors, si vous voulez, on peut s'étendre un peu plus sur ce document parce que c'est lui qui finalement va servir de base pour la prise de la décision finale. Est-ce que Fatou Bensouda, qui vient après Ocampo, qui a eu la possibilité de mener elle-même une enquête propre, est parvenue, à l'issue du temps que lui a accordé les juges, à apporter de nouvelles preuves? Lorsque on lit le document amendé, ce qui ressort est clair et simple. Fatou Bensouda n'a pas réussi à apporter les preuves de l'existence d'un crime contre l'humanité. Elle n'y a pas réussi aussi bien dans sa démonstration de l'existence des éléments qu'on appelle les éléments contextuels. Tout à l'heure, j'avais donné la définition. Eh bien, pour qu'il y ait crime contre l'humanité, il faut qu'il y ait une attaque généralisée dirigée contre une population. Cela, Fatou Bensouda ne l'a pas démontré. Il faut que ces attaques-là, si
elles sont avérées, ait été menée dans le cadre d'une politique conçue par un État ou par une organisation. Cela aussi n'a pas été démontré dans le document amendé de charge de Fatou Bensouda. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, le procureur estime que l'accusé, le président Laurent Gbagbo, a conçu le vœu de garder le pouvoir vaille que vaille, coûte que coûte, y compris au besoin, par des attaques contre les partisans d'Alassane Ouattara, considéré comme son challenger contre Alassane Ouattara. Alors, dans le document initial de charge, le procureur avait fondé l'existence de la politique sur un certain nombre d'éléments. Alors, au nombre de ces éléments, il a estimé que le président avait préparé cela, avait conçu cela dès le départ, à travers des discours de violence, à travers des slogans qui dénotaient de sa nature violente et surtout de sa volonté de conserver le pouvoir par des moyens violents, y compris par l'utilisation des armes, de force, etc., pour réduire au silence ses adversaires. Mais il a été démontré qu'il n'y avait pas de politique. Aucune politique de violence ne peut être attribuée au président de la République. Parce qu'il ne suffit pas d'affirmer, il faut prouver. Il n'y a aucune déclaration, aucun discours du président de la République qui appelle à la violence. Au contraire, tous les discours qu'il a pu tenir avant ou au début de la crise post-électorale ont été des discours de paix. Le procureur a prétendu que ses partisans, en tout cas, eux, développaient une culture de violence, et on se rappelle le fameux slogan « on gagne ou on gagne » utilisé par le procureur pour prouver la volonté de gagner, ou plutôt de conserver le pouvoir au besoin par la violence. On a démontré que ce slogan-là faisait partie de la culture, je dirais, ludique des Ivoiriens. On utilisait cela pour les jeux, pour le sport, et donc cela n'impliquait nullement la volonté de conserver par les armes, par la violence, n'est-ce pas, le pouvoir. Est-ce que le président de la République a, comme le dit le procureur, conçu cette politique avec un certain nombre de personnes, ce qu'on a appelé son entourage immédiat? Dans le nouveau DNC, il y ajoute des noms. On nous retrouve un certain nombre de noms, mais il n'apporte aucune preuve de l'appartenance des personnes citées à cet entourage. Parce que, en fait de preuve, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait au moins soit un PV, n'est-ce pas, ou une décision qu'on peut attribuer de façon formelle ou informelle, mais même au moins cela, à cet entourage média, mais ce n'est pas le cas. Il a ajouté à cela aussi la politique, il a fait état du blocus de l'hôtel du Golfe. Tout le monde sait qu'il n'y a pas eu de blocus de l'hôtel du Golfe. Le nombre même de policiers présents au carrefour Marie-Thérèse, une trentaine, n'était pas de nature à faire un blocus d'un hôtel dans lequel on comptait près de 1500 combattants rebelles. Donc, mais on l'a vu, cela a été utilisé comme élément de la politique du président pour empêcher les partisans d'Alassane ou Alassane lui-même, n'est-ce pas, d'accéder à ses fonctions de président alors que personne ne l'avait proclamé. Donc, sur la politique, l'existence de la politique, ni l'ancien ni le nouveau n'apportent suffisamment d'éléments.
Y a-t-il eu des attaques généralisées contre les populations? Je dirais donc non. Nous avons eu cette période-là, qui a été très courte, où on a eu à gérer, le gouvernement Gbagbo a eu à gérer la manifestation du 16 décembre. En dehors de cette manifestation, ce à quoi on assiste dans le contexte de post-crise, ce sont des affrontements. Les FDS qui sont confrontés à une guérilla qui débute début janvier à Bobogar et qui se poursuit, n'est-ce pas, jusqu'à la fin, n'est-ce pas, des événements. Et à cette guérilla succède, fin mars, une offensive généralisée contre les forces républicaines qui se solde par l'arrestation du président, puisque les FRC ont bénéficié du soutien des forces onusiennes et des forces licornes. À quel moment les forces de défense et de sécurité se seraient attaquées à des personnes civiles? On prétend que le 3 mars, les forces de défense se sont attaquées à des femmes qui manifestaient à Bobogar. Je fais remarquer que déjà depuis janvier, le début janvier, à Bobogar est le théâtre d'affrontement entre le commando invisible et les FDS. On peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que cette manifestation au milieu d'un champ de combat? Vous voyez? Et quand on sait que cette manifestation n'avait pas fait l'objet d'une annonce publique, on ne pourrait pas comprendre que le gouvernement ait dépêché les FDS pour réprimer une telle manifestation. Donc, nulle part, on ne peut montrer, on ne peut démontrer, et le procureur ne l'a pas prouvé, que les FDS se sont directement attaqués, ont pris pour cible, n'est-ce pas, des personnes civiles partisans d'Alassane Ouattara. Une simple question, une seule question fondamentale. Il s'agit des chefs de responsabilité de Fatou Bensouda qui sont passés de 2 à 5. Est-ce qu'il y a une explication à cela? Initialement, le président Laurent Gbagbo était poursuivi comme coauteur indirect des crimes contre l'humanité. Et on a vu le procureur y ajouter la complicité des crimes contre l'humanité. Dans le nouveau document de charge, dans le document de charge amendé, elle y a ajouté 3 autres. La responsabilité pour instigation au crime, la responsabilité en tant que chef militaire, supérieur hiérarchique militaire, la responsabilité en tant que supérieur hiérarchique civil. Pourquoi cette démultiplication? Je crois que la raison est simple. Le procureur ne maîtrise pas suffisamment et les faits et les preuves. Il n'a pas réussi à apporter les preuves en ce qui concerne la coaction indirecte et la complicité. Il met plusieurs cordes à son arc pour espérer emporter la conviction des juges, tout simplement. Le ministre, le fait que la procureure soit passée de 2 à 5 chefs d'accusation, est-ce que la procédure, est-ce que sa démarche peut prospérer? L'examen des éléments apportés, des analyses qu'elle a pu faire, la démonstration que l'on retrouve dans le document des charges ne permet pas de dire qu'elle a réussi à porter des éléments convaincants sur la responsabilité du président de la République, ni en tant que coauteur, ni en tant que complice, ni comme instigateur, ni comme responsable ou supérieur hiérarchique des forces de défense et de sécurité. Monsieur le ministre, pour nous, les non-initiés, vous venez de parler de la coaction indirecte. Il y a aussi que Fatou Bensouda parle de complicité. Alors, quelle est la différence entre la coaction indirecte et la notion de complicité? La coaction indirecte
signifie tout simplement que l'auteur, ou plutôt le prévenu, le suspect, aurait commis des crimes par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes. En d'autres termes, le président Laurent Gbagbo aurait, par l'intermédiaire des forces dites pro-Gbagbo, commis des crimes contre l'humanité. Ce qui est important dans la coaction, c'est que le prévenu est considéré comme auteur. Il participe à la commission du crime. Donc il est co-auteur avec d'autres personnes à la commission du crime. Ce qu'il faut savoir, c'est que la coaction suppose l'existence cumulée, la preuve est cumulative de moins de 8 éléments, 8 conditions. Il faut qu'il y ait un plan commun. Là-dessus, on a déjà démontré que le président n'a pas conçu de plan commun ni de politique. Il faut un plan commun. Il faut ensuite qu'il y ait de la part de chacun des co-auteurs, que chacun des co-auteurs, en tout cas, ait apporté une contribution essentielle. On prétend que le président Laurent Gbagbo a apporté une contribution essentielle parce que sa personne même, il s'agit du président de la République, donc son implication dans l'élaboration d'un plan et dans sa mise en œuvre constitue une contribution essentielle, puisque ça détermine les forces pro-Gbagbo qui, assurées de sa présence, donc de la caution qu'il apporte, n'est-ce pas? Mais il est difficile, n'est-ce pas, de donner force à cet argument-là, parce que le président Laurent Gbagbo a agi en tant que chef suprême des forces de défense et de sécurité, mais dans le cadre normal de l'exercice de ses fonctions. N'est-ce pas? Les forces de défense et de sécurité ne sont pas au service du président, sont au service de la République. Donc, tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il apporte, que ce soit en termes de financement, n'est-ce pas, ou de nomination, etc., en direction de ces forces-là, ne peut être considéré comme une contribution quelconque, n'est-ce pas, à une activité criminelle. Il y a également, en plus des éléments déjà cités, vous avez aussi, disons, les éléments, l'intention criminelle. Il faut démontrer que le co-auteur a eu une intention de commettre un crime. Et là aussi, on n'a pas eu de preuves. Le procureur n'a pas démontré que le président de la République avait des intentions effectives de commettre des crimes, puisqu'il a commis les FDS à des missions de maintien d'ordre, de sécurisation et de défense nationale. Alors, on ne voit pas d'où viendrait ici l'idée, n'est-ce pas, de criminalité. Il y a également la connaissance des conséquences possibles, n'est-ce pas, de la contribution par tous les co-auteurs. Là aussi, il n'y a pas de preuve. Bref, je veux dire que pour ce qui concerne la coaction, la démonstration de ces 8 éléments n'est pas apparue ni dans le DNC initial, ni dans le nouveau DNC. Et donc, la coaction indirecte, outre le fait, parce qu'il faut les 8 éléments, donc c'est très difficile. Et c'est parce qu'il est difficile de démontrer cela que pour se donner une chance de plus, au niveau du DNC initial, le procureur avait apporté, ou disons retenu, la complicité, n'est-ce pas, comme élément de responsabilité. La complicité signifie que le prévenu, donc le président Laurent Gbagbo, aurait facilité la commission des crimes. Mais pourquoi aurait-il facilité la commission des crimes? Dans quel but, n'est-ce pas? On sait qu'il n'a pas commis les FDS à la commission des crimes, mais à des missions précises, qui sont des missions de maintien d'ordre, de sécurisation et de machin. Donc,
il est difficile de retenir contre lui une quelconque complicité. Professeur, vous avez parlé de la coercion directe et de la complicité. Mais dans les chefs de responsabilité dont parle Fatou Bensouda, elle parle également de la responsabilité pour instigation au crime. Hein, c'est inscrit dans le statut de Rome à l'article 23, 3b. Est-ce qu'on peut avoir une explication sur cette notion? L'instigation, c'est le fait pour le prévenu, n'est-ce pas, d'avoir encouragé, d'avoir sollicité, d'avoir ordonné la commission d'un crime. En d'autres termes, si le prévenu a ordonné de commettre un crime, évidemment, sa responsabilité sera retenue. Voyez. S'il a encouragé, eh bien, c'est la même chose. À ce titre-là, ce qu'il faut d'abord indiquer, c'est que l'instigation, comme la complicité, ne prend pas le prévenu comme un auteur de crime, mais comme une personne qui encourage la commission d'un crime. Il n'est donc pas auteur. Je ne sais pas si vous voyez, il n'est pas l'auteur. Il est celui par l'action de qui l'auteur principal du crime se résout à commettre le crime. Il y a trois types d'éléments matériels qui démontrent l'existence d'une action d'instigation. Le premier, c'est la planification des crimes. Le second, c'est l'ordre donné de commettre des crimes. Et le troisième élément matériel, c'est l'incitation. L'incitation. Le prévenu a-t-il planifié la commission des crimes? C'est-à-dire, lorsque le président de la République a demandé au FDS de mener des opérations de maintien d'ordre, de sécurisation, de défense, avait-il planifié la commission des crimes allégués par le procureur? Le procureur lui dit oui, puisque, selon lui, un plan a été conçu dès le départ. Or, il n'y a pas de plan. Aucun plan n'a été conçu, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a, et c'est le deuxième élément également, ordonné la commission des crimes, c'est-à-dire directement? A-t-il demandé à des FDS? Le procureur prétend que le président de la République a donné des ordres qui ont été exécutés pendant la crise, avant la crise, pendant la crise, même après la crise, même quand il a été arrêté. Quels sont ces ordres? On trouve dans le DNC que le président Laurent Gbagbo a demandé aux forces de défense et de sécurité, par exemple, de défendre Abobo. Qu'il a pris un décret pour réquisitionner l'armée. Et que toutes ces décisions-là ont été exécutées. Il a demandé, on trouve ça dans le DNC, hein, je ne l'invente pas, il a demandé aux forces de défense et de sécurité d'empêcher les manifestants de prendre la RTI. Et les forces de défense et de sécurité se sont exécutées. Je ne vais pas vous citer la litanie des ordres supposés donnés par le président qui ont été exécutés et qui, pour le procureur, n'est-ce pas, constituent des instigations. Mais il faut se poser la question, lorsqu'on demande aux forces de défense et de sécurité d'empêcher des manifestants de prendre la RTI, est-ce que cela peut être assimilé à la commission de crime? Pas du tout. Lorsque le président de la République demande au FDS de défendre la vie, de défendre les institutions, est-ce que cela signifie commettre des crimes? Pour le procureur, le fait de donner un ordre signifie commettre des crimes. Bien entendu, vous voyez bien, il est manifeste qu'en dehors de preuves concrètes, on ne peut pas tenir de tels ordres comme étant des ordres de commission de crime.
le président a-t-il incité à la commission? C'est le troisième élément matériel. Parce qu'on peut inciter. On peut dire à quelqu'un par des manœuvres, on peut l'amener à commettre un crime. Par exemple, il est reproché au président de la République d'avoir promis l'impunité au FDS si au cours des attaques, eh bien, il commettait des crimes. Quelle est la déclaration, quel est le discours, quel est l'acte qui donne cette promesse d'impunité aux forces de défense et de sécurité? Il n'y en a pas. Quelle promesse d'impunité peut-on faire à des FDS qui sont sous l'obligation de ne pas commettre d'actes illégaux? Mais pourtant, ce sont ces arguments-là qui fondent le procureur, n'est-ce pas, à parler de responsabilité pour instigation. Donc vous voyez que même là aussi, il est difficile, n'est-ce pas, de le prétendre. Ce sont les aspects, je dirais, matériels. Mais il ne suffit pas qu'il y ait des aspects matériels. Vous savez, pour retenir la responsabilité d'un suspect, il faut aussi qu'on démontre qu'il avait l'intention de commettre un crime. Est-ce qu'il avait l'intention, le président, n'est-ce pas, de faire commettre des crimes aux forces de défense et de sécurité? Ou bien est-ce qu'il savait, comme le prétend le procureur, qu'au cours des opérations qui seraient menées par les FDS, des crimes seraient nécessairement commis? Cela est défendu par le procureur. Sur quelle base? Le procureur n'apporte aucune preuve. Il prétend que le président avait l'intention de commettre ces crimes pour des raisons politiques, pour des raisons ethniques, pour des raisons même nationales ou religieuses. Or, nul ne connaît le président comme étant antipathique à une ethnie donnée ou à des étrangers, ou même, je dirais, pour des raisons politiques, puisque c'est lui qui avait gagné les élections officiellement. Il n'avait aucune raison donc de demander à des FDS de commettre des crimes, n'est-ce pas, pour faire reconnaître ce qui, lui, a été reconnu officiellement par le Conseil constitutionnel. Donc, alors, est-ce qu'il avait conscience que les FDS pouvaient commettre des crimes? Pas du tout. Comment on peut imaginer que des forces de défense et de sécurité entraînées, encadrées par des lois, n'est-ce pas, de l'armée, puissent, au cours d'opérations, commettre de tels crimes? Là également, le procureur n'a apporté aucune preuve. Le dernier chef de responsabilité dans le DNC, le document de notification des charges, Fatou Bensouda, parle de la responsabilité du supérieur hiérarchique militaire ou civil. L'article 28 du statut prévoit la responsabilité du supérieur hiérarchique militaire ou civil. Et selon cette disposition, tout chef est considéré comme responsable des crimes commis par ses subordonnés, placés sous sa responsabilité ou sous son autorité, s'il savait que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre des crimes et qu'il n'a pas pris de disposition pour empêcher la commission de ces crimes ou pour punir les auteurs de ces crimes, n'est-ce pas, dès qu'il en a été informé. Grosso modo, c'est ainsi que se présente la responsabilité du supérieur hiérarchique. Dans le cas qui nous intéresse, le procureur prétend que le président de la République a engagé sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique pour les crimes contre l'humanité qui auraient été commis. Il faut faire deux observations. La première, c'est que la mise en œuvre de la responsabilité du supérieur hiérarchique suppose que le supérieur hiérarchique exerce un contrôle effectif sur les membres de cette troupe. Ça, c'est la première conditionnalité. La seconde, c'est le manquement à l'obligation d'empêcher
ou de punir la commission des crimes. Le procureur ne semble pas tenir compte de ces deux éléments. Les limites, parce qu'il y a des limites au contrôle effectif. Dans le cas qui nous intéresse, il y a une limite objective qui tient au fait que la responsabilité ne peut être véritablement engagée que s'il est démontré que le supérieur hiérarchique avait le contrôle effectif sur les auteurs des crimes. Si nous prenons le schéma ivoirien, le président de la République, chef supérieur, chef suprême des armées, se trouve dans sa résidence de Cocody. Il n'est pas sur le théâtre des opérations à Bobo ou à Yopougon. Comment peut-on dire qu'il a le contrôle effectif de ces troupes? Il n'a pas le contrôle effectif de ces troupes au moment où ces troupes sont en opération. Ce qui donc dégage sa responsabilité. Et la jurisprudence internationale pose le problème en ces termes. Il faut que le supérieur hiérarchique, au moment où le crime est commis, n'est-ce pas, ait le contrôle effectif. Parce que s'il n'a pas le contrôle, comment peut-il empêcher la commission du crime? Alors qu'en opération, c'est le commandant de l'opération qui est en mesure de dire à un membre de ses troupes de ne pas commettre de meurtre, de viol ou de traitement inhumain. On ne peut donc pas, sous le biais déjà de cette limite dans le contrôle effectif des troupes, il est difficile de retenir la responsabilité du président de la République. Mieux, si des crimes ont été commis, le président en était-il informé, même s'il n'était pas sur le terrain? On avance qu'il recevait des rapports réguliers, n'est-ce pas, des chefs militaires. Mais le procureur ajoute même que les médias et la communauté internationale l'ont tenu informé des crimes qui se déroulaient sur le théâtre des opérations. Cela est difficile également à tenir, parce que il n'est pas certain que dans les rapports des chefs militaires adressés au président de la République, on retrouve des crimes commis par les FDS. Il y aura certainement une description, n'est-ce pas, des événements qui se sont produits, mais je vois difficilement, n'est-ce pas, des FDS écrire dans un rapport que. Mais mieux, si les commandants sur le terrain, n'est-ce pas, assistent à de tels faits criminels, ils doivent en premier prendre des dispositions contre les auteurs de ces criminels. Et ce sont ces faits-là qui doivent être rapportés au président de la République pour lui permettre par la suite, n'est-ce pas, de prendre des dispositions. Il a été informé, selon par les médias ou par la communauté internationale. Mais si on fait un retour sur les choses, si ces informations dont on parle étaient aussi fiables, si les médias rendaient compte de façon objective des événements qui se déroulaient sur le terrain, eh bien, la chambre préliminaire n'aurait pas trouvé insuffisant les éléments apportés. Donc, le contrôle effectif est déjà une première limite à l'admission de la responsabilité comme du supérieur hiérarchique en ce qui concerne le président. Mais en deuxième lieu, est-ce qu'il a manqué à son obligation d'empêcher la commission des crimes ou de punir? Là aussi, on n'a pas d'éléments et le procureur n'a pas d'éléments. Il prétend que le président de la République n'a pas empêché la commission des crimes. Il n'a pas prévenu. Mais lorsque on analyse la situation, on se rend bien compte qu'il y a des mesures générales de prévention des crimes de la part des forces de défense et de sécurité. L'une de ces mesures générales, c'est la loi sur la fonction militaire, qui prévoit en son article 14 que les militaires sont tenus
de ne pas déférer à des ordres illégaux. Or, un supérieur hiérarchique qui demande à un de ses subordonnés de commettre un crime se met dans une situation illégale, mais le subordonné est tenu de ne pas y déférer. Le président de la République n'a pas changé cette mesure générale. En ce qui concerne les événements qui se sont produits sur le terrain, comme je l'ai dit tout à l'heure, la responsabilité première revient au commandant des opérations qui, là-dessus, n'ont pas informé ou n'ont pas indiqué la commission des crimes, n'est-ce pas, par leurs troupes. Le procureur a prétendu qu'il y a manquement cependant, parce que par le passé, le président de la République, confronté à des cas de crimes commis par les FDS, n'aurait pas réagi et qu'il aurait donc développé une culture d'impunité qui serait à la base justement de la commission, qui aurait incité, qui aurait encouragé les FDS à commettre ces crimes, puisque on ne punit pas les forces de défense et de sécurité. La culture d'impunité dont parle le procureur repose sur, par exemple, le fait qu'une amnistie ou deux amnisties ont été adoptées en faveur des militaires rebelles qui ont commis des crimes. Mais on oublie souvent que ces amnisties ont été demandées par des accords internationaux. Ces amnisties ne sont pas le fait personnel du président de la République. L'accord de Marcoussis a demandé d'amnistier les rebelles. L'accord de Ouagadougou également l'a demandé. Et je vais plus loin. Le président de la République, en amnistiant, avait réservé les cas des crimes graves et interpellé la Cour pénale internationale en 2003 par une déclaration de reconnaissance de compétences, lui a demandé de venir enquêter et de poursuivre les auteurs des crimes graves. Jusqu'à ce jour, la Cour pénale internationale n'a pas réagi. Donc on ne peut pas, n'est-ce pas, lui en tenir rigueur pour cela. Mais mieux, il n'a pas refusé de punir les auteurs éventuels. Et sur ce plan-là, en janvier 2011, lorsque les accusations de crimes fusaient de partout, le président de la République a pris un décret pour mettre en place une commission internationale d'enquête à l'effet d'enquêter sur les accusations de crimes graves qui seraient commis par les forces de défense et de sécurité. Il a même élargi cette enquête à tous les faits criminels, n'est-ce pas, qui survenaient au cours de la crise post-électorale. Le rapport a été rendu par le juge Kadio Djidji, président de cette commission internationale, qui a démontré que des crimes avaient été commis, qui a situé les responsabilités. Pour lui, la responsabilité de la crise post-électorale est à rechercher au niveau de Yoon Jin Choi, qui a certifié de façon illégale les élections, et du président de la commission électorale indépendante. Mais il a établi l'existence de crimes de tous les côtés, de tous les camps. Dans tous les camps, également. Mais l'importance, si vous voulez, de cela, c'est le fait pour le président Laurent Gbagbo d'avoir par décret mis en place une commission internationale d'enquête. N'est-ce pas? Mais cette commission internationale d'enquête avait pour objet d'établir l'existence de ces crimes, d'identifier les auteurs. Mais cela est fait pour préparer des mesures punitives contre ces auteurs-là. Donc on ne peut pas également dire qu'il n'avait pas l'intention, n'est-ce pas, de punir, ce qui serait alors un manquement à son obligation. Or donc, la mise en place de cette commission, le rapport qui est venu, même si par la suite, n'est-ce pas, à cause de l'évolution de la situation, il n'a pas tiré rapidement les conséquences de cela, eh bien, on ne peut pas tenir responsable, en tout cas en tant que supérieur hiérarchique de ces crimes-là. Voilà. Monsieur le ministre, je vous ai suivi avec beaucoup d'intérêt et j'espère qu'il en est de même pour ceux qui nous ont suivis.
vous avez fait avec brio une analyse de tous les chefs de responsabilité dont parle Fatou Bensouda dans le DNC modifié. En vous écoutant, après vous avoir écouté, est-ce qu'on peut dire, par rapport à ce que Bensouda dit, par rapport à vos analyses, est-ce qu'on peut dire que Laurent Gbagbo est responsable de tous les crimes commis en Côte d'Ivoire au cours de la crise post-électorale? Non, au contraire. Laurent Gbagbo n'est pas responsable, ni comme co-auteur, ni comme complice, ni comme instigateur, ni comme supérieur hiérarchique des forces de défense et de sécurité. Je crois que la démonstration a été apportée, mais mieux, le procureur n'a apporté aucune preuve des fondements de cette responsabilité qu'il a recherchée. Et je doute fort qu'il puisse en aller autrement. Donc, on ne peut que s'en réjouir. Surtout que l'on sait que l'affaire Laurent Gbagbo est une affaire montée de toutes pièces. Il s'agit d'habiller juridiquement des décisions politiques d'éloignement du président de la République, tout simplement. Et c'est en cela que nous disons que le dossier est vide. Juridiquement, il est vide. Et je répète encore qu'il est vide. Voilà. Professeur, merci de nous avoir éclairé sur ce sujet qui n'est pas très facile, mais vous avez réussi avec beaucoup de brio à vulgariser les termes techniques.